Trop souvent encore, on voit des comportements tellement dangereux, poursuit-il. Le sommet des contraventions tient beaucoup à la multiplication des radars dans les zones de chantier. À lui seul, l'appareil installé en bordure de l'autoroute 520, où la vitesse a été réduite à 50 km à l'heure durant les travaux, a fait remettre pour 1,7 million de dollars en contravention. Au deuxième rang des radars les plus lucratifs du Québec, mais celui mis en place sur le chantier de l'autoroute 20 à Sainte-Julie, qui a rapporté donc la rondelette somme de 1,6 million de dollars. Alors, nous avons donc avec nous en visuel, ah mais je préfère en visuel, oui. André Durocher qui est avec nous, on vous l'a déjà présenté. Hein? André Durocher qui est des relations avec la communauté et puis aussi qui surveille un peu hein, pour nous cette question de contravention. Alors, André Durocher, comment ça va? Ça va très bien. Très heureux d'être en visuel avec vous. À défaut de pouvoir me rendre en studio, au moins, on peut se voir pour se parler. C'est Mais agréable. oui, mais on aura le temps. On va se donner rendez-vous en studio, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Certainement. Alors, moi, j'ai vu plein de gens se prononcer sur le record, toute catégorie hein, de montant d'argent des contraventions que les radars photos ont rapporté à l'État. Et bon, en tout cas, moi, j'ai un peu de mon argent là-dedans aussi. Vous comprendrez que je ne peux pas trop en rire. Parce que ça se trouve, surtout en se rendant vers Longueuil, André Durocher, c'est un moment donné, c'est au moment où on s'y attend le moins, on constate que la voiture déballe une pente. C'est à nous à ralentir alors qu'on était déjà à la bonne vitesse, mais non, c'est sur une pente descendante et ça va. Bon, c'est sûr que je suis en train de plaider pour ma paroisse. Et comme vous le dites, c'est vrai que c'est à nous à surveiller le speedomètre, n'est-ce pas, et de voir à quelle vitesse on est rendu. Effectivement, vous l'avez bien dit, il y a des photoradars qui ont rapporté énormément d'argent. Cela étant dit, par contre, pour nous, au CA Québec, ça ne doit pas être la raison pour laquelle on met un photoradar. Il ne faut pas que ce soit perçu comme ce qu'on appelle en québécois une trappe à étiquette. Par contre, il doit y avoir des critères spécifiques. Vous avez très bien dit tantôt qu'on en voit de plus en plus sur des chantiers de construction. Sur des chantiers de construction, très souvent, il y a des travailleurs qui sont là et il est difficile pour les policiers de mener des opérations radar. Et vous savez, ces gens-là, ce sont des travailleurs que l'on doit protéger. Alors, c'est important. Dans les critères, avant de mettre des photos radars, il faut se reporter au début, en 2009, lorsque le gouvernement a décidé de les ramener. Il y avait eu différentes conditions qui avaient été mises de l'avant pour avoir des photoradars. Ça devait être soit dans des zones accidentogènes, ça devait avoir pour objectif de ralentir le flot de circulation, d'être dans des endroits où c'est difficilement faisable de faire du radar de façon standard. Donc, une foule de critères, mais aucunement ça devait être perçu comme des trappes à tickets. Sinon, ce qui se produit, c'est qu'on perd ce que l'on appelle l'acceptabilité sociale. Les citoyens n'embarquent plus, ils disent non, non, ça c'est juste pour nous prendre en défaut et ça ne fonctionne pas. Et là, maintenant, avec la multiplication, et j'étais moi-même en commission parlementaire pour le CA Québec il y a quelques mois, alors qu'il y avait des pressions pour augmenter, comme vous l'avez vu, le nombre de photoradars, d'en avoir 300 de plus. On a dit, le CA, notre position était qu'on ne s'objectait pas tant et aussi longtemps qu'on continuait à respecter les objectifs très précis pour lesquels on les mettait. Est-ce qu'on est encore dans ces objectifs-là, étant donné, j'entends ma mairesse à Montréal demander des photoradars, on veut-tu, amenez-nous des photoradars. Mais ça Ben, vous devient la savez, folie à furieuse, Montréal, là. j'y vais moins souvent qu'autrefois, mais je suis allé encore la semaine dernière et à part quelques endroits peut-être, en fait, on ne doit pas nécessairement ralentir la circulation, mais bien l'accroître parce que j'ai été pris dans un bouchon pendant plus de 2 heures. Donc, c'est pas la vitesse à ce moment-là qui est un problème, mais trêve de plaisanterie. Les photoradars peuvent fonctionner très bien, par exemple, dans certaines zones scolaires, dépendamment de l'aménagement, mais le photoradar n'est pas une panacée, ce n'est pas la solution à tous les problèmes. C'est un outil dans la boîte, dans le coffre à outils, si on veut de la sécurité routière,
mais on ne doit pas voir ça comme quelque chose qui va tout régler, là. Oui, ben, vous l'avez dit, et c'est vrai, il y a tellement de zones scolaires à protéger, effectivement. Oui, des zones de travaux aussi, on s'entend, mais lorsqu'il ne s'agit pas, comme vous l'avez dit, dans les principes qui avaient été établis au départ pour multiplier ces photoradars, c'était essentiellement et prioritairement des zones accidentogènes, comme vous dites, et quand on n'est pas là, et on sent qu'il y a un engouement et qu'on parle de photoradars qui rapportent des millions et des millions, là, ça commence à être, à sentir mauvais un tout petit peu, là. Hein? Je Oui, m'excuse, là. oui. Et vous savez, ce qui est intéressant pour ce qui est de la sécurité dans les zones scolaires, il y a 2 semaines à peine, j'étais dans une école dans l'est de la ville pour faire certaines observations dans le cadre d'un projet pilote qu'on a au CAA. Et beaucoup des comportements déviants étaient faits par des parents. Ouais. Et je trouve ça, on allait les voir, les rencontrer. Est-ce que vous réalisez, des fois, lorsqu'il y allait, je disais, non pas d'une approche où on voulait les infantiliser, mais une approche plutôt constructive, à dire, réalisez-vous, si vous montrez à votre enfant de courir entre les voitures pour traverser la rue et qu'il développe ce comportement-là, peut-être qu'il va être plus à risque à ce moment-là d'être impliqué dans une collision, de se faire frapper. Et là, lorsqu'on y allait avec une approche comme ça, les gens étaient beaucoup plus réceptifs à ce que l'on leur disait, là. Et non, mais au moment où on se parle, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qui va se faire dans les... Sinon, qu'on va développer, continuer à augmenter les photoradars, lorsqu'on nous dit, lorsqu'on le sait, on ne peut pas nous cacher cette information que c'est rentable. Et qu'est-ce qu'on va proposer? Qu'est-ce que le CAA a proposé et qu'est-ce qui va se faire? Parce que c'est la guerre pour avoir des photoradars entre Montréal et Québec, là. Et moi, je ne crois pas qu'on veuille effectivement réduire. Oui, l'intention n'est pas d'augmenter les accidents, là, on s'entend. Mais est-ce que c'est le principal objectif, c'est de limiter le nombre d'accidents? Je ne suis pas si sûr que ça. Ben, de réduire, vous savez, et ce que je disais, c'est qu'à partir du moment où on a des critères qui sont sévères, à ce moment-là, le fardeau de la preuve revient au gouvernement à dire, ben voici pourquoi on l'a mis. Je vous donne un exemple. Il y a l'autoroute du Frein à Québec qui avait beaucoup de problèmes de vitesse et on a sorti une étude il y a quelques mois. J'ai donné une entrevue à ce sujet-là où on disait que la moyenne de vitesse avait quand même substantiellement réduite sur l'autoroute du Frein. Donc, on peut dire, dans ce cas-ci, le photoradar a fonctionné. Alors donc, dans les différents endroits, et je suis convaincu que les journalistes vont suivre ça de près, dans les endroits où on a mis des photoradars, est-ce qu'un an ou 2 ans plus tard, ça a eu un impact ou est-ce que ça n'en a pas eu? Et je vous donne un exemple. Si, par exemple, on décide d'en mettre dans une zone scolaire, par exemple, et que l'on note au bout d'un an ou deux plus tard qu'il n'y a pas eu de réduction de vitesse, il n'y a pas eu de réduction des infractions et tout, à ce moment-là, ça ne donne rien. Donc, ça doit avoir un objectif, et si l'objectif n'est pas atteint, ben à ce moment-là, c'est que ça ne fonctionne pas. Mais de façon générale, je vous dirais, ça fonctionne parce que les personnes qui se font prendre vont devenir, par défaut, des ambassadeurs. Ils vont dire à tout le monde, ah, fais attention à ta vitesse, il y a un photoradar à tel endroit. Et vous savez, je participais à une émission la semaine dernière, à savoir, est-ce qu'on doit continuer de les afficher ou de ne pas afficher? Ben, Et je voilà trouve la qu'il est question. important de continuer à afficher. Je vous donne un exemple. Vous circulez dans une zone, mettons, de 30 km/h et par inadvertance, là, vous roulez à 38-39 km/h, ça peut arriver à n'importe qui. Vous recevez un constat d'infraction un mois et demi plus tard chez vous. Vous ne vous souvenez même pas avoir dépassé la vitesse à ce moment-là. Voilà. Donc, ça n'a pas d'impact. Ça ne changera pas votre comportement et il n'y aura pas de lien, en fin de compte, de cause à effet. Donc, c'est pour ça qu'on doit être vigilant. Et, C'est et, correct et, d'en avoir, mais il faut être vigilant. et moi, Monsieur Durocher, c'est clair que lorsqu'on veut éviter que les gens poussent sur leurs champignons très fort, etc., mais on leur dit, c'est comme moi, quand je ne veux pas que des voleurs viennent chez moi, je mets la caméra ou la photo de la caméra en disant, souriez, vous êtes filmé, n'est-ce pas? Vous annoncez à l'autre de ne pas s'aventurer parce qu'il sera pris. Mais lorsque vous cachez l'information, j'ai l'impression que vous visez d'autres objectifs. Oui, mais effectivement, puis vous savez, il y a aussi une question de culture, puis je crois qu'au Québec particulièrement, on est une société qui tient
énormément à notre vie privée, à nos libertés individuelles et tout. Vous savez, là, certains endroits à Montréal, par exemple, où il y a des caméras dans les endroits publics, même ça, ça fait l'objet de critères très stricts. Donc, à ce moment-là, on ne veut pas vivre. Et moi-même, j'ai été policier pendant près de 40 ans et la dernière chose que je voudrais dans ma vie, c'est de vivre dans un État policier. Moi, je crois que ce serait un peu de faire fausse route d'y aller avec une approche comme ça. Et voilà, c'est le point que je voulais faire. Effectivement, avec le nombre de caméras photoradars qu'on veut installer, c'est vraiment bientôt. Si on va avec, en tout cas, je ne parlerai pas de folie là, de Madame Plante qui demande des photoradars, mais ça sera un État policier, une ville policière là. On sera pris en souricière et peut-être que la plupart des automobilistes vont tout simplement déserter Montréal. Effectivement, on se doit d'être vigilant. Il y a des outils, on peut s'en servir, mais c'est comme n'importe quel outil. Si on s'en sert intelligemment, c'est bien. Si on fait des abus, il y a des problèmes. Regardez avec les réseaux sociaux. C'est formidable comme outil, mais malheureusement, il y a des dérapages de temps à autre. Absolument. André Durocher qui est directeur des relations avec la communauté et aussi de la sécurité, responsable de la sécurité routière chez CAA Québec. Je vous remercie, M. Durocher, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Toujours un plaisir et on tente de se donner un rendez-vous en personne là, En bientôt. studio, oui, oui. Merci beaucoup. Ça sera un plaisir. Au revoir. Au revoir.